Hast du gesehen, Micha? Einen toten Vogel. Boah, wo liegt er denn? Avant, il allait toujours à 100 à l'heure. Il avait de l'énergie à revendre. Il était toujours en train de courir, de grimper partout. Il adorait faire de la balançoire. On avait toujours peur qu'il se casse quelque chose, mais il ne lui est jamais rien arrivé. Été 2005. Misha, alors âgé de 5 ans, est un petit garçon plein de vie. Puis un jour, tout bascule. À la maison, il est devenu plus agressif. Il faisait souvent des chutes. Il lui est même arrivé de tomber dans l'escalier, alors qu'il le connaît depuis qu'il est tout petit. On trouvait ça bizarre. Et puis, il n'arrivait plus à écrire correctement son nom. Il l'écrivait comme quand il avait 4 ans. On aurait dit qu'il régressait. Puis début septembre, on l'a inscrit à un cours de natation. Et on a remarqué qu'il avait du mal à plier les jambes. C'était étrange parce que début août, pendant nos vacances en Croatie, il y arrivait encore très bien. Misha est atteint d'une encéphalite chronique, la PESS, survenue à la suite d'une infection par le virus de la rougeole. Aucun traitement n'existant à ce jour, les enfants touchés par cette maladie décèdent irrémédiablement au bout de quelques années. On ne voulait pas trop penser à tout ça. C'était tellement dur de savoir ce qui attendait Misha qu'on a décidé de vivre au jour le jour. Les enfants ayant contracté le virus de la rougeole au cours de leur première année de vie sont les plus exposés à ce risque. Un enfant sur 2000 meurt de cette forme mortelle d'encéphalite. La maladie survient en moyenne 7 ans après la rougeole. L'enfant semble en bonne santé, mais au bout de quelques années, le virus attaque le cerveau et détruit les cellules nerveuses. Im Kuhstall wohnt Paula. Die Kuh, sie ist nicht ganz so groß wie Hannibal. Hinunter auf den Rücken der nicht ganz so großen Kuh. Misha a été contaminé dans la salle d'attente du pédiatre. Âgé de 5 mois, il était encore trop petit pour être vacciné. Pourtant, il aurait pu être protégé. Ernst meint. Si une autre mère avait fait vacciner son enfant, mon fils ne serait pas tombé malade. Et aujourd'hui, j'aurais un petit garçon en bonne santé. Il y a quelques années, des parents, ou je ne sais qui, ont décidé de ne pas faire vacciner leur enfant. Et c'est cet enfant qui a infecté notre fils. Vous imaginez bien ce que j'aurais envie de dire aux parents. Il faut faire vacciner vos enfants, parce que la rougeole n'est pas une maladie bénigne. Avril 2006. En Allemagne, cette école de Duisburg est touchée par une épidémie de rougeole qui va se propager pendant plusieurs mois dans toute la région de Rhénanie du Nord-Westphalie. Pour empêcher une épidémie, il faut qu'au moins 95% des enfants soient vaccinés. Mais à Duisburg, comme dans d'autres régions d'Allemagne, le taux de vaccination atteint à peine 80%. Lorsqu'une telle épidémie se déclare, il est presque impossible de la stopper. En cours de biologie, on informe les élèves sur le mode de propagation de la maladie. Extrêmement contagieux, le virus de la rougeole se transmet par gouttelettes lors d'une toux, d'un éternuement ou d'une conversation. Au début, il y a eu un vent de panique. Tout le monde disait « Oh là là, il y a la rougeole dans notre école ». Pourvu que je ne sois pas infecté. Il y en a beaucoup qui sont allés chez le médecin pour se faire vacciner. Je connaissais des élèves qui étaient malades et avec qui j'avais été en contact. Alors j'aurais très bien pu être infectée. Moi, je n'avais pas vraiment peur parce que j'étais vacciné et je savais qu'il ne pouvait rien m'arriver. Afin d'enrayer l'épidémie, la Fédération allemande de pédiatrie préconisa que tous les enfants non vaccinés soient exclus des cours. Dans une telle situation, aurait-on dû envisager de fermer l'école ? Même rétrospectivement, je ne vois pas comment nous aurions pu procéder autrement que nous l'avons fait. Cela aurait été exagéré de fermer l'école à cause d'un taux de vaccination insuffisant. Peut-être aurions-nous pu essayer d'identifier immédiatement les élèves qui n'étaient pas vaccinés et les exclure de l'école.
Mais d'après moi, ça aurait été aussi une mesure disproportionnée. Elle aurait concerné des élèves qui préparaient leur bac ou leur brevet, et ils auraient pris beaucoup de retard. Les cours ont donc été maintenus. En Rhénanie du Nord-Westphalie, 1800 personnes furent infectées, dont plus de 600 à Duisburg. L'épidémie ne recula qu'au bout de 5 mois. Si le vaccin avait été obligatoire, elle aurait pu être évitée, protestent de nombreux médecins. En Allemagne, quand des enfants sont retrouvés morts dans un réfrigérateur ou enterrés dans un jardin, on en parle dans tous les médias et tout le monde crie au scandale. En revanche, quand des enfants meurent d'une maladie qu'on pourrait combattre sans trop d'effets secondaires, ça ne choque personne. Mon sentiment, c'est qu'il y a ici 2 poids 2 mesures. Nous avons une mission de santé publique et nous devons garantir la bonne santé de tous les enfants. Et si certains parents refusent de prendre les mesures de sécurité nécessaires, l'État doit avoir la possibilité de faire vacciner les enfants contre l'avis des parents. On nous suggère souvent de faire des campagnes de vaccination, mais pour vacciner un enfant, il faut l'autorisation des parents. Le vaccin est un agent introduit dans l'organisme qui suscite une réaction immunitaire. Il faut connaître les antécédents médicaux de l'enfant afin de s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. Le temps des vaccinations collectives où une centaine d'enfants attendaient qu'on leur injecte un vaccin au pistolet est complètement révolu. C'est une pratique obsolète aujourd'hui. La variole est un fléau récurrent depuis le début de notre ère qui décima des millions de personnes à travers le monde. Rares étaient les malades atteints qui en réchappaient. Au XVIIIe siècle, des médecins anglais tentent de mettre au point un système d'immunisation. S'inspirant d'une méthode couramment pratiquée en Asie, ils inoculent à des sujets en bonne santé une infime dose de matériaux varioleux, tout en sachant que cette pratique comporte un risque mortel pour les patients. C'est à cette époque que le médecin anglais Edward Jenner s'est fait connaître. Il avait constaté que les fermières et les paysans qui étaient au contact régulier du bétail contractaient rarement la variole. À la suite de quoi il s'est dit, au lieu d'inoculer la variole humaine, qui est très virulente, peut-être qu'il suffirait d'inoculer la vaccine, la variole des vaches, pour immuniser l'organisme. Une première expérience lui démontra qu'il avait vu juste. Jenner réitéra celle-ci avec succès. Devant une assemblée de témoins, parmi lesquels des journalistes, il scarifia des prisonniers et leur inocula du pus de variole bovine. Quelques jours plus tard, il leur inocula du pus de variole humaine. Certains patients eurent un peu de fièvre, mais aucun d'entre eux ne tomba malade. À cette époque, Edward Jenner ne sait pas exactement comment fonctionne la vaccination et ignore que la variole est d'origine virale. Il faudra attendre près d'1 siècle pour que soit mis au point un vaccin reconnu. La pratique de la vaccination antivariolique s'étend alors et elle devient obligatoire dans le monde entier en 1967. Malgré des effets secondaires souvent graves, elle reste le seul moyen efficace de combattre cette maladie mortelle. Le dernier cas de variole est recensé en Somalie en 1976. Il s'agit d'un jeune Somalien qui survivra à la maladie. I am concerned. I believe surely that it is the last case in the world. Le vaccin contre la variole est sans aucun doute l'un des plus beaux exemples du triomphe de la médecine. Pourtant, il est fort probable que cette épidémie se serait éteinte d'elle-même un jour ou l'autre et qu'elle aurait été remplacée par une autre épidémie. Il y a une règle qui vaut pour toutes les épidémies, c'est qu'aucune d'entre elles ne dure éternellement. Lorsque la lèpre a disparu, elle a été remplacée par la peste, puis par la tuberculose, puis par le choléra au XIXe siècle. Il serait très présomptueux de dire que le chapitre des maladies infectieuses est définitivement clos. Dans les années 1960-70, certains esprits éclairés l'avaient bien compris, mais de nombreux médecins et chercheurs étaient convaincus que les épidémies ne reviendraient plus. C'était très naïf de leur part. Aujourd'hui, les médecins sont nettement moins optimistes qu'autrefois. L'Organisation mondiale de la santé s'est fixée pour objectif d'éradiquer définitivement la rougeole à l'horizon 2010. Mais l'épidémie qui s'est déclarée en 2006 dans la Roure ne semble pas augurer d'une amélioration rapide.
1 an après l'épidémie, on compte déjà une première victime à Duisburg. Un nourrisson est mort d'une encéphalite chronique. Le petit Joël, qui a contracté la rougeole à l'âge de 5 mois, semble lui aussi gravement menacé. Sujet à la moindre infection, il passe le plus clair de son temps à l'hôpital. Cette fois, il s'agit d'une pneumonie. Fieber ist weg, ne? Und Husten auch nicht mehr so besser geworden. Und das, was hier so weiß und vor allen Dingen oben rechts in seinem rechten oberen Lungenanteil, das ist alles Lungenentzündung, die auch ziemlich ausgeprägt ist. C'est moi qui l'ai contaminé. Et j'ai moi-même été contaminé par mes 5 frères et sœurs. C'est comme ça qu'il a attrapé la rougeole. Il a beaucoup changé. Quand il était en bonne santé, il était très rieur, très joueur. Aujourd'hui, plus du tout. Il arrivait à se tenir assis et il commençait à marcher à 4 pattes. Mais aujourd'hui, il n'y arrive plus. C'est toujours mon fils, mais ce n'est plus le même qu'avant. Même s'il a beaucoup changé, je l'aime toujours. Il est ce que j'ai de plus cher au monde. Ce n'est pas le seul dans ce cas. Il y a déjà un enfant qui est mort des suites de la rougeole. Il ne faut plus que ça arrive. Il faut absolument faire vacciner les enfants. Moi aussi, j'en suis passée par là. Je n'étais pas vaccinée et j'ai été contaminée. De très grandes zones du cerveau sont touchées chez ce bébé. On le voit très bien dans son fonctionnement et dans son développement. Il n'arrive pas à regarder et à fixer, il roule des yeux et il est presque sourd. Il a un très gros retard de développement. Malheureusement, tout ce qu'on peut faire au vu de ses résultats et de son tableau clinique, c'est ralentir la maladie avec des médicaments. Mais elle va continuer de progresser et toucher des zones de plus en plus étendues du cerveau. Le petit Joël est décédé 1 mois après l'enregistrement de ces images. Si tous les enfants de son entourage avaient été vaccinés, il serait encore en vie aujourd'hui. Les enfants pourraient être protégés si aucune épidémie ne se déclarait dans leur entourage. C'est-à-dire qu'ils pourraient bénéficier d'une immunité collective. Dans un troupeau, les animaux se protègent entre eux. Les hommes pourraient très bien suivre cet exemple. En évitant qu'une épidémie ne se déclare, ceux qui n'ont pas les résistances nécessaires pour se protéger eux-mêmes pourraient ainsi l'être par le groupe. C'est le seul moyen d'empêcher une contamination à grande échelle. Pour l'heure, il est impossible de prévoir les conséquences à long terme de l'épidémie. Pour l'instant, on ignore ce qui peut encore arriver. Mais dans la mesure où 2 enfants ont déjà été gravement touchés dans la première année qui a suivi l'épidémie, on peut craindre le pire pour les 5 ou 10 années à venir. Pendant longtemps, les médecins ont cru que l'air et l'eau étaient les vecteurs qui propageaient les maladies. À la fin du 19e siècle, le scientifique français Louis Pasteur est l'un des premiers